La permaculture, là aussi, c'est une longue histoire et c'est intéressant aussi de parler de la manière dont elle a été inventée. Ça commence dans les années 70 où un professeur d'université, de l'université de Tasmanie, donc petite île au sud de l'Australie, enfin, pas si petite que ça d'ailleurs, on est dans la période où on commence à réfléchir et à prendre conscience des problèmes écologiques, hein, fin des années 60, début des années 70. Et ce professeur d'université, Bill Mollison, se dit qu'il faut réfléchir à d'autres manières de faire de l'agriculture et de penser les habitats humains. Et avec l'un de ses étudiants, David Holmgren, il invente ce qu'ils vont appeler la permaculture. Donc avec l'idée d'installer des systèmes permanents, durables, véritablement durables, écologiques, résilients, capables de résister aux aléas, et notamment aux aléas climatiques, économes et productifs. L'idée de la permaculture, c'est toujours de produire quelque chose. Alors, produire quelque chose, ça peut être une production agricole, ça peut être du savoir, ça peut être du sens, ça peut être de la beauté, et généralement on essaie de faire en sorte que ce soit tout ça en même temps. Et donc, Bill Mollison et David Holmgren élaborent toute une série de principes, de méthodes, pour, à partir d'un système, a priori un système agricole, un jardin, une exploitation agricole, une ferme, à partir d'un système, en faire le système le plus efficace possible, le plus productif, le plus beau, le plus économe, le plus résilient, etc. etc. Et ils en font un cours à l'université de Tasmanie, au cours des années 70, qui devient le cours de base que l'on apprend aujourd'hui quand on fait de la permaculture, un cours de 72 heures parce que ça correspondait à un module universitaire d'une année, 3 heures par semaine fois 24 semaines, qui devient le Permaculture Design Course, un cours de design en permaculture. L'idée du design étant non pas de faire des jolies choses étonnantes comme on a tendance à penser le design aujourd'hui, mais véritablement à penser un problème d'un bout à l'autre et de lui apporter les solutions les plus logiques, les plus élégantes aussi. Et donc ils élaborent toute une méthodologie, tout un ensemble de principes et un ensemble et quelques valeurs fondamentales. Donc les valeurs fondamentales étant prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager. Créer une production, créer de l'abondance et la partager. C'est les 3 valeurs fondamentales de la permaculture. À cela s'ajoute un certain nombre de principes. Alors parmi les principes, moi celui que j'aime le plus et que je reproduis le plus souvent, c'est celui selon lequel une fonction d'un système doit être réalisée par plusieurs éléments. C'est donc dans une idée de résilience. Et un élément du système doit avoir plusieurs fonctions. Donc si je prends l'exemple, par exemple, d'une haie, l'objectif premier d'une haie dans un système agricole, c'est de couper le vent. Et on voit dans les systèmes agricoles classiques des haies de peupliers, etc., qui ont leur fonction de coupe-vent, qui est généralement assez bien remplie. En permaculture, on va se demander quelles autres fonctions peut avoir une haie. Et on se dit qu'une haie, ça peut avoir déjà une fonction de biodiversité. Donc plutôt que de faire une haie en monoculture, avec toujours les mêmes arbres, on va réfléchir à une haie avec autant de variétés d'espèces possibles. Et donc on va mélanger des espèces différentes. Puis on va se dire que cette haie a aussi une fonction d'abri. Donc on va faire en sorte de la créer de telle manière qu'elle abrite, et notamment qu'elle abrite par exemple les prédateurs
des parasites des plantes du jardin ou de l'exploitation agricole. Et puis on va se dire qu'elle peut aussi avoir un rôle alimentaire. Donc plutôt que de mettre des haies de peupliers qui ne fournissent pas grand-chose, on va plutôt réfléchir à des haies avec des arbres fruitiers, avec des fruits rouges pour les arbustes en bas de là, et avec éventuellement des arbres fourragers pour les animaux, etc., etc. Donc on va réfléchir comme ça sur un élément du système qui est la haie, à avoir autant de fonctions que possible. Et donc à l'inverse, si on a une fonction précise, importante, donc par exemple avoir de l'eau, c'est important dans les systèmes humains, qu'ils soient agricoles ou pas, eh ben on va réfléchir à avoir plusieurs sources d'approvisionnement en eau. Donc peut-être une source, peut-être un captage sur une rivière à proximité, récupérer les eaux de pluie, etc., etc., de façon à avoir un maximum de sources d'approvisionnement en eau qui font que si l'une d'elles est tarie, ben c'est pas grave, les autres sources prennent le relais, et donc on assure la résilience du système de cette manière-là. Voilà un des exemples de principes de permaculture sur lesquels on va travailler systématiquement quand on va faire le design en permaculture. Alors le design justement là-dessus s'appuie sur des méthodes, et notamment une méthode courante qui est la méthode dite Obredim. Alors Obredim, c'est un acronyme qui est l'ensemble des étapes de la méthode. Donc O pour observation, B pour borders en anglais, qui est les limites du système. Donc on va s'interroger un peu de savoir quelles sont les choses qu'on ne pourra jamais faire, qu'est-ce qui est impossible, mais aussi les limites physiques, les limites géographiques, enfin tout ce qui peut être inclus dans l'idée de limite. R pour ressources, on va recenser toutes les ressources. E pour évaluation, une fois qu'on a recensé, observé, etc., vu un peu les limites, on va faire une évaluation de tout ça pour savoir ce qu'on peut imaginer faire. D pour design, c'est le moment où une fois qu'on a bien observé la situation et qu'on l'a bien évaluée, on va faire un peu ce qui peut ressembler, si on veut être un peu sérieux, à un business plan, c'est-à-dire qu'on va faire... Voilà, on va faire à la fois un texte et des dessins, des schémas, éventuellement des plans de financement s'il faut de l'argent, qui correspondent au design de ce qu'on veut faire. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ce design, on va passer à la mise en œuvre, donc en anglais implementation. Implémentation, ça se dit un peu en français, mais je trouve ça un peu barbare. Et puis ensuite, une fois qu'on a ça, la phase de maintenance, puisque toujours en permaculture, on va penser à très long terme, enfin relativement long terme en tout cas. On va toujours imaginer que ce qu'on a mis en place, il faut que ça vive. Et il ne s'agit pas, donc si demain on veut travailler sur des espaces verts à l'université, on va se poser la question de savoir, une fois qu'on aura installé ce qu'on a voulu installer, comment on le maintient, comment on l'entretient, comment on s'assure que c'est bien arrosé, que le sol est gardé fertile, que s'il y a des choses à tailler, à couper, à nettoyer, ce sera fait. Donc on va se poser toutes ces questions-là dans les phases d'évaluation. Et donc ensuite, toute cette maintenance-là sera réalisée, devra être pensée. Donc la permaculture, c'est vraiment une pensée en 4 dimensions. L'agriculture conventionnelle a tendance à penser en 2 dimensions. On est à plat sur des champs que tous les ans on nettoie et puis on ressème dessus. La permaculture va d'abord penser déjà la hauteur, et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. On retrouve des jardins-forêts en permaculture avec différents étages de végétation. Donc on va penser vraiment en 3 dimensions parce que c'est le meilleur moyen de gérer l'énergie solaire. Quand vous avez un champ qui a été labouré à nu, vous avez l'énergie solaire qui tombe sur un sol à nu et qui n'est pas captée par les plantes. Et c'est une perte écologique importante et économique importante. Donc en permaculture, on va essayer de faire en sorte que toujours cette énergie solaire soit captée par des plantes et soit utilisée. Donc on a très souvent de la hauteur, et souvent on a des modèles avec plusieurs étages de végétation, jusqu'à 7, voire 8 ou 9 étages de végétation herbacée, les petits buissons, des arbres
bas, des arbres un peu plus hauts, des arbres encore plus hauts, des plantes qui grimpent, des plantes qui rampent, etc. Et donc on a comme ça toute une série de types de plantes. Et puis on va penser une quatrième dimension qui est le temps. C'est-à-dire qu'on installe toujours un système en permaculture. Alors ça peut être un système agricole, mais ça peut être aussi autre chose. On réfléchit toujours à comment est-ce qu'il va évoluer. Et l'objectif étant de faire en sorte qu'à mesure que le temps passe, ce système soit de plus en plus efficace, de plus en plus résilient, de plus en plus productif, de plus en plus économe, etc. etc. On n'est pas obligé d'être parfait dès le début, mais un système de permaculture bien mené doit normalement s'améliorer d'année en année. L'idée, c'est un petit peu, vous êtes jeune, vous avez de l'énergie, vous allez monter votre système. Donc voilà. Et puis le jour où vous serez un peu plus vieux, où vous serez à la retraite, il n'y aura quasiment plus rien à faire. Et il donnera ses fruits sans trop qu'on ait à s'embêter dessus ou à faire de travail trop difficile parce qu'il sera arrivé à maturité. Et ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est que c'est un peu l'idée qu'on a eue en Corse à certaines époques, où on plantait des arbres avec l'idée que c'était pas pour tout de suite, c'était à la fois pour plus tard dans la vie et puis pour les générations à venir. Et c'est une pensée qu'on a peut-être plus trop aujourd'hui, qui est de penser les choses de manière pérenne et de penser aux générations futures. Donc de ce côté-là, la permaculture permettrait de repenser les choses un peu différemment. Donc dans ces années 70, Bill Mollison et David Holmgren créent leur cours et puis éditent 2 livres, Permaculture 1 et Permaculture 2, qui sont un peu les bases, qui posent un peu les bases de la permaculture. Et puis tout ça évolue doucement, il y a un peu des tas de gens dans le monde qui reprennent un peu ça, surtout dans les pays anglo-saxons dans un premier temps, mais aussi pas mal un peu plus tard dans les pays méditerranéens, Italie, Espagne, Israël, etc. Il y a pas mal de pays méditerranéens, enfin de gens, de communautés dans des pays méditerranéens qui reprennent ça. Et puis le mouvement va un peu plus loin, puisqu'on était plutôt sur une idée agricole au départ, mais la méthodologie est telle qu'elle peut être utilisée pour n'importe quoi, en fait, n'importe quelle situation. La permaculture, c'est ce qui ne sépare pas, justement. Au lieu de séparer les fonctions, on va toujours chercher les liens entre les choses. On va toujours déjà se dire que dans les objectifs qu'on peut avoir, je ne vais pas choisir entre faire un système qui soit beau ou un système qui soit productif. Je peux très bien réaliser un système qui soit à la fois beau et productif. À la fois beau et productif, et écologique, et résilient, et intelligent, et etc. etc. L'agriculture moderne, enfin le monde moderne en général a tendance à séparer. Alors en agriculture, c'est oui, mais si on fait du bio, on n'arrivera pas à produire assez. Ce qui est totalement faux d'ailleurs. On sait très bien qu'on peut produire en bio suffisamment pour nourrir tout le monde, et même mieux qu'aujourd'hui. L'idée que c'est une idée qu'on trouve beaucoup aujourd'hui en urbanisme, en Corse. L'idée qu'il faudrait que si on construit, forcément, ça va détruire du paysage, ça va abîmer des choses. Donc, on réfléchit toujours en limitation. Surtout, ne construisons pas parce que sinon, on abîme. Alors, pourquoi nos anciens étaient capables de faire des villages qui aujourd'hui sont visités par tout le monde et qui sont magnifiques? Pourquoi avant, on arrivait à faire de l'habitat qui ajoutait au paysage, qui lui ajoutait de la beauté, qui lui ajoutait de l'âme, qui lui ajoutait quelque chose, et pourquoi aujourd'hui, quand on construit quelque chose, c'est forcément une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, voilà. Et donc en permaculture, effectivement, on va pas du tout séparer les choses, et on va chercher effectivement à faire des systèmes, c'est-à-dire réfléchir à l'ensemble des éléments de ces systèmes, à leurs interrelations et à chercher à avoir des synergies entre les éléments.
Ensuite, la notion de temps est absolument fondamentale. C'est qu'effectivement, d'abord, on n'apprend pas à faire ce genre de choses-là du jour au lendemain. Donc, temps d'apprentissage, de savoir et de réflexion, et puis d'évolution personnelle aussi, hein, etc. Et puis, donc, effectivement, aujourd'hui, on est sur des idées qu'on doit recommencer plus ou moins tous les ans à zéro, notamment en agriculture. Hein, tous les ans, on repart de zéro et on ressème. Et puis ça pousse, et puis une fois que ça a poussé, on coupe, et puis on relaboure, et puis on ressème, etc. Et donc il n'y a pas d'idée d'évolution et de progrès là-dedans, si ce n'est le progrès qui vient de l'extérieur, qui est celui des entreprises semencières, qui vont améliorer leurs semences, qui vont faire des OGM. Alors, le progrès n'est plus dans le champ, il est ailleurs. Ça, c'est une autre question fondamentale en permaculture, c'est où se trouve l'intelligence. L'intelligence, elle ne doit pas se trouver chez Monsanto ou chez etc. Non, l'intelligence, elle doit se trouver sur le territoire. Et donc, on va faire en sorte de fabriquer petit à petit et d'apprendre, alors soit d'apprendre soi-même, soit d'enseigner à d'autres, d'apprendre comment faire et comment garder l'intelligence, comment garder les savoir-faire sur place et faire en sorte que la valeur ajoutée, qu'elle soit financière, économique ou culturelle, reste sur place. Et de ce point de vue, on se rapproche de ce qui se faisait avant, avec évidemment beaucoup plus d'aspects scientifiques modernes. Mais un paysan, il y a un siècle, savait à peu près tout faire. Il savait cultiver, il savait récupérer les semences, il savait gérer son espace, il savait conserver la fertilité de ses sols, il n'avait pas besoin d'aller acheter des engrais, etc. etc. Aujourd'hui, on a assez violemment retiré comme ça beaucoup de prérogatives des agriculteurs notamment, mais c'est valable dans tous les métiers où on spécialise de plus en plus les gens. Donc vous êtes agriculteur sur certains types de production. On dit carrément cette année vous devez semer ici du maïs et on vous surveille par satellite, et si vous avez planté autre chose que du maïs, on vous punit. Donc on en est aujourd'hui à avoir enlevé toute l'intelligence aux agriculteurs qui ne sont plus que des exécutants. Alors c'est pas toujours le cas dans toutes les spéculations, dans tous les types de cultures. Hein. Les viticulteurs ont gardé notamment un savoir-faire, mais le savoir-faire est souvent d'ailleurs en viticulture plutôt sur la transformation que sur la culture elle-même. Mais on a beaucoup de viticulteurs qui reviennent au bio maintenant, à d'autres méthodes de culture et qui travaillent là-dessus. Les viticulteurs ont cette chance, c'est que leur activité rapporte plutôt pas mal, leur permet de vivre assez tranquillement et leur permet d'expérimenter plus facilement. Ils ont un peu de marge financière. Ce qu'on peut voir aussi avec les grands céréaliers de la Beauce qui se permettent de tenter des choses comme des agricultures sans labour aujourd'hui, parce que comme ils étaient assez à l'aise financièrement, ils ont pu jouer à essayer des choses. Mais c'est très bien parce qu'ils ont fait de très gros progrès.